Le sujet principal pour un entrepreneur qui va se lancer, c'est le cash. Ce qui tue des business, c'est pas forcément la rentabilité, c'est pas les perspectives de croissance, c'est même pas le fit to market ou comment on intègre un marché. Ce qui va être, c'est son cash et c'est la gestion de son cash. Donc en fait, il faut d'un côté avoir cette capacité à aller très vite, à se faire violence, pour couper justement toutes les idées farfelues, même si parfois il faut en avoir, pour pas passer des heures et des heures à des choses en fait qui servent à rien. On a eu une traction incroyable dès le départ. Les premiers 1000 utilisateurs, c'était les premières heures de lancement. D'ailleurs, il se passe quoi avec Uber en ce moment là? C'est-à-dire, Ils mettent 1000 ans à accepter les courses. je vais pas commenter ce que fait les autres. J'avais eu la chance de monter Uber. Je pense qu'il faut être très ambitieux comme ils l'ont fait. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans Maker, l'émission pour sortir des sentiers battus. Alors cette semaine, j'ai la chance de recevoir Julien, General Manager chez Bolt. Salut Julien. Salut, ça Tu va? vas bien? Ça va et toi? Ravi de t'avoir ici, ouais. Est-ce que tu peux te présenter succinctement? Donc je m'appelle Julien Mouniquet, j'ai 30 ans. J'ai rejoint Bolt en 2017 lorsqu'on s'est lancé en France. D'abord dans les opérations et j'ai repris le poste de General Manager il y a 2 ans. Donc t'es arrivé à 25 ans. Exactement. 25 ans, Ops, c'était quoi? C'était lancement de ville, ça veut dire quoi les Ops? Exactement. Les ops, donc en fait, les opérations, c'est souvent le corps de métier des startups qui sont dans les industries comme aujourd'hui la food, la mobilité au sens large. Donc dans la mobilité, j'inclus aussi la micro-mobilité. Et tu as aussi plus récemment les grosseries, donc la livraison en moins de 15 minutes. C'est finalement les personnes en charge des métriques business, de lancement de ville, acquisition d'utilisateurs, de restaurants, ou par exemple le positionnement des flottes si tu prends la micro-mobilité. Bon, c'est les mecs, et les meufs qui vont au charbon, quoi. Exactement. En quelques chiffres, c'est déjà 3000 employés dans le monde, 100 Ouais. millions de users, 80 millions d'euros de CA, c'est ça, en 2018. Aujourd'hui, je pense que vous êtes bien au-dessus. On est bien au-dessus, mais je peux pas trop commenter les chiffres. Bon, on va les faire de tête, c'est un petit fois, ça fait quoi? Ça fait déjà 4 ans. Ah oui, vous êtes bien au-dessus. Puisque vous venez de lever 600 millions de dollars. Alors on a levé en tout, on a levé 1,2 milliard. Ouais. Parce qu'en fait, il y a une première levée de 600 millions en août, Mm. suivie d'une deuxième levée de fonds de 628 millions d'euros en janvier. Ok. Pour une valorisation totale de 4 Sept- milliards 7,4. 7,4. Ok. Ouais. Bon, mes chiffres ne sont absolument pas à jour. Aujourd'hui, j'ai envie qu'on discute de pas mal de choses, notamment du début de Bolt en France. Comment est-ce que vous lancez ça de 0 à premier 10 000 users, puis aujourd'hui, au combien tu me disais, il y avait combien de millions? 2 millions actifs. 2 millions d'actifs. J'ai aussi envie qu'on parle de branding. J'ai vu sur les réseaux sociaux que vous étiez pas mal engagé, notamment pour la cause des femmes, l'environnement, l'Ukraine aussi, j'ai vu. Ouais. C'est ça, 5 millions d'euros levés. Exactement. Pour, C'est qu'on a financé. On a financé 5 millions à hauteur de 5 millions. Et donc ça passait par des subventions sur une partie des courses. Ok, On et on reversait verra une partie. qu'est-ce que c'est que ça, pourquoi faire ça. Et puis enfin, j'ai envie de parler d'enjeux de société. C'est quoi Bolt, c'est quoi la grosse croissance à l'heure aussi de la transition énergétique, écologique, et comment est-ce qu'on arrive à lier les deux. Mhm. Mais avant ça, on va parler un peu de toi. Ouais. Où est-ce que tu as grandi? Donc j'ai grandi à Saint-Nazaire, à côté de Nantes, dans le 44. Très gros port. Exactement, on construit des bateaux. Exactement, donc j'ai grandi là-bas, j'ai fait mon enfance jusqu'à 18 ans, puis classe préparatoire à Angers. Et à Prépa part quoi? éco, Ok. un classique. Ensuite, donc j'ai rejoint l'école de Reims, qui est devenue Neoma, donc l'école de Reims-Rouen, la fusion entre les deux, où j'ai fait beaucoup de finance. Donc c'est le CFA, c'est un parcours finalement très tourné autour de la finance qui est assez difficile dans, on va dire, la charge de travail. Et j'ai fait un double diplôme en droit. Donc finalement, j'allais aussi à la fac de droit pour faire du droit civil principalement, donc contractuel et après droit des affaires. Juste pour revenir un petit peu avant, dans Ouais. l'enfance, il n'y avait pas de distinction particulière sur du sport, de la musique. Si, Ah, j'ai joué au basket à haut niveau. Donc j'ai commencé le basket autour de 10 ans, moi et mon petit frère. Donc voilà, ma mère nous a éduqués, moi et mon petit frère, les deux joueurs de basket. J'ai joué à haut niveau et finalement à 18 ans, j'ai fait le choix entre... quand tu dis au niveau, c'était quoi, national? Donc j'ai joué à ce niveau-là. Centre de formation, ma mère ne voulait pas, pour me concentrer sur mes études. Le centre de formation, il est où, là, à Cholet? Ouais, il y a Cholet, il y a l'Hermine à Nantes. Et Je connais un il petit y a peu, j'ai Le fait un Mans. peu de basket Ouais, aussi. je vois ça. Il y a Le Mans aussi. Et donc voilà, pour moi c'était Cholet. Et donc ça, t'as fait ça entre 10 et quoi? 18 ans, 20 ans? 10 et 20 ans. J'ai continué à peu près à un haut niveau en prépa. C'était assez chaud. Donc j'ai Ouais, je veux décidé bien le vraiment croire. d'arrêter. Je faisais un entraînement et un match, le match le dimanche, mais c'était assez difficile. Donc finalement, j'ai vite arrêté quoi, pour me concentrer vraiment sur mes études.
Donc, on va dire le gros niveau, c'est jusqu'au lycée, quoi. Vraiment, Hmm. où j'ai vraiment joué très sérieusement. Poste meneur, ailier. J'étais ailier. Le problème, c'est que voilà, je fais 1,83 m depuis que j'ai 15 ans. J'ai pas grandi depuis. Les meneurs, souvent, ils sont un peu plus petits. Exactement. Et après, plus tard, je jouais meneur. Quand tu vois, autour de mes 18 ans, là, je commençais à jouer meneur. Hmm. Donc plus en mode stratégique et... Exactement. Donc au niveau, d'autres choses comme ça, d'autres anecdotes. D'autres anecdotes, ouais, pendant longtemps, en fait, je voulais pas du tout faire le type d'études que je faisais aujourd'hui. Je voulais faire de la médecine. Je voulais être Hmm. médecin. Je sais pas pourquoi. J'adorais la physique chimie, j'adorais ça. Les SVT aussi. Les maths aussi, et la philosophie. C'était vraiment la philo, c'était aussi vraiment mon truc hein, au lycée. Mais pareil, j'ai décidé de faire de l'économie et un peu Pourquoi? m'intéresser pour de la banque. Je Pourquoi de pense, la que finance? je pense que au départ, c'est parce que mon père a aussi géré des boîtes, a eu voilà, plusieurs boîtes, notamment en Afrique. Entrepreneur? Exactement. Il faisait quoi? Il a monté des boîtes, tu vois, dans la climatisation, des services pour des hôpitaux, une concession de véhicules, des salles de gaming. Déjà dans les ops. Exactement, déjà dans les ops. Et donc voilà, même si j'ai pas grandi avec lui, voilà, c'était un petit peu un moyen de me raccrocher à ça. Le cinéma américain, qui m'a pas mal inspiré, il m'a dit en fait que voilà, comme j'apprécie aussi les maths, je me suis dit voilà, pourquoi pas faire une prépa éco et après rejoindre l'école de commerce. Et qu'est-ce qui t'a donné envie, ou la force, ou la volonté justement, de travailler dur? Parce que bon, là, on a l'impression, Ouais. tu parles super calmement, tout était chill, mais c'est une tonne de taf quand même. Entre avoir des... T'avais des bonnes notes? Ouais. Ouais, j'ai pas toujours. À un moment, c'était le basket. Donc, quand j'étais plus jeune, je voulais être basketteur professionnel. Donc, l'école, ça m'ennuyait un petit peu. Donc, j'avais des notes moyennes, quoi. 12, 13, rien d'exceptionnel. Puis après, quand j'ai vraiment. À base de 5 entraînements par semaine aussi, des Exactement. déplacements. Exactement, les déplacements le week-end, ça te prend tout ton samedi. Hmm. Tu pars très tôt la journée, tu rentres dans la nuit, etc. Donc, ça me prenait beaucoup de temps. Et il y avait des entraînements tous les jours. Et donc, ouais, voilà, je faisais mes devoirs, quoi. Je faisais le minimum, je faisais mes devoirs. Et c'est autour de peut-être la troisième, seconde, j'ai commencé vraiment à travailler à l'école. Et donc là, c'était du travail, mais au non pareil, 14, 15 de moyenne, mais rien d'exception. Bon, c'était Ouais, bon, tu fais mais partie du top tier 1 oui, de la voilà. Ouais, classe. voilà. Mais c'était Ou même pas. au-dessus peut-être. Non, au tir 1. Je pense que j'étais ouais, dans les 10 premiers de la classe, un truc comme ça. Puis la classe préparatoire, ouais, notamment grâce au basket, parce qu'il y avait des professeurs qui venaient me voir jouer aussi le week-end. Donc j'étais apprécié comme étudiant. Donc j'avais eu des meilleurs commentaires que des notes, on va dire. Ce qui m'a permis de rentrer dans une bonne classe de région. Donc, pardon, classe préparatoire de région. C'était à Angers. Donc là, t'avais basket à fond, Mm. ensuite prépa, et enfin, directement école, double diplôme, droit. Ouais. T'as kiffé ces années? Donc ouais, j'ai kiffé. Moi, l'école de commerce, c'est super, l'école de commerce. Énormément de soirées, beaucoup de rencontres qui aujourd'hui font des amis, des gens que je recroise pour des partenariats, pour ou des initiatives extra-professionnelles, comme par exemple, tu vois, enfin, extra-professionnelles, en dehors de Bolt, on va dire, Hmm. ou par exemple, je vais faire conseiller des startups. Je suis à l'incubateur d'HEC où je coach des startups. Et donc, ça me permet de retrouver aussi des personnes avec qui j'ai pu échanger. Mais ouais, en dehors de ça, je travaillais beaucoup. J'ai peut-être une approche un petit peu différente. J'allais pas beaucoup en cours. Reims, c'était un peu la dernière école de commerce qui t'imposait pas forcément d'aller en cours. Donc, j'allais pas trop en cours, mais je passais beaucoup, beaucoup de temps à la bibliothèque. Ouais. À la bibliothèque. Ouais. Et je travaillais sur le CFA et le droit. Et pourquoi le droit? En fait, le droit, j'aimais bien un peu la structure intellectuelle derrière. Finalement, comment du bachotage sur des lois qui ne bougent pas et qui sont vraiment très strictes. Tu peux finalement jouer avec dans des problèmes business, des problèmes d'actualité et des choses comme ça. Je trouvais ça intéressant intellectuellement. Ça m'a pas servi au début chez Bolt, mais aujourd'hui, ça me sert énormément. Ouais, j'allais te dire, c'est quand même, il y a quand même un monde entre les opérations, c'est-à-dire être sur le terrain, et le droit, Ouais, qui t'interdit, je veux pas dire tout, mais oui, si tu demandes à un avocat comment lancer une boîte, ça se saurait si les avocats lançaient des boîtes, tout simplement. ils en lancent pas beaucoup. On va dire c'est une des branches des métiers où il y a moins d'innovation, on va dire. Voilà. Mais ouais, non, non, quand j'étais en Ops, sur des postes Operation Manager, par exemple, ou au tout départ, ça me servait pas du tout. Mais Attends, juste pour reprendre, donc tu as fait de la ouais, finance d'abord un peu? j'ai fait de la finance, pardon. Ouais. Ouais. Donc en fait, en école de commerce, double diplôme finance, droit. Et c'est là où finalement mes premiers stages, ça a toujours été en finance. J'ai fait, euh, j'ai fait EY, un classique. Donc là, j'étais en Ernst Young, Ernst Young, Transaction Services. en Donc stage?
Ouais, en stage au Luxembourg. Donc là, c'était principalement des due deals. Donc, c'est quoi une due deal? Une due deal, ça va être une analyse de marché ou d'une situation d'entreprise. Je travaillais beaucoup sur des fonds de private equity. Dont je ne peux pas te dire le nom, mais c'était des fonds internationaux, des gros fonds. Ensuite, j'ai fait un fonds. Même aujourd'hui, tu veux pas les dire. Ouais. Il y avait Carlyle, par exemple, qui est un très, très gros fonds d'investissement. Euh, Ensuite, j'ai fait un fonds d'investissement qui s'appelle Galliana Capital. Et donc là, c'est un fonds qui investissait dans des petites boîtes et des boîtes de taille moyenne, autour de 100 millions de chiffres d'affaires, où là, j'étais un stagiaire analyste. Et donc, je travaillais sur l'acquisition, par exemple, de brasseries parisiennes, sur des problématiques de start-up qui étaient, par exemple, dans le marketing sensoriel. Donc, le marketing sensoriel, c'est principalement comment influencer le comportement des utilisateurs via l'odorat. Donc, c'est des parfums dans les magasins. Hmm. Pourquoi des fois, par exemple, devant des magasins, il y a déjà le parfum un parfum atypique, etc. Donc ça, c'est ce genre de Ceux qui problématique. étaient très forts, c'était Abercrombie Fitch. Exactement, Ouais. exactement, Dans la rue, ils balançaient du parfum, hein. exactement. Ouais, C'est complètement fou. T'arrives dedans, tu vois plus rien. T'as la musique à fond, ouais. t'as tout le monde qui danse. Des gens torse nu. Ouais. Étrange. D'ailleurs, il y a un documentaire Netflix sur ça, qui vient juste de sortir. Donc ouais, je travaillais sur tout ça. Très intéressant, plein de boîtes, plein de problématiques, de la défense. En termes d'industrie, Qu'est-ce que c'était tu vraiment retires cool. de toutes ces expériences, justement? J'ai l'impression qu'il y a beaucoup Mhm. d'entrepreneurs ou de DG, etc., qui lancent des boîtes qui sont passés par la phase, justement, je peux pas dire investment banking, mais en gros, on voit des problématiques très, comment dire, d'un côté réel, mais en même temps assez sur un voilà, Ouais, tableaurisé, si je puis dire. ouais. Bah déjà, donc j'ai fait, on va dire, 3 types de stages. Donc, Ernst Young, gros cabinet américain, hyper structuré, où finalement, on va dire, c'est plus de l'exécution de tâches très récurrentes de stagiaires, quoi. Hmm. On remplit des fichiers Excel, etc. Donc après, fonds d'investissement, où là, on me demandait de problématiser avec des notes d'investissement, oui, des vraies approches, avec des vraies tendances de marché, etc. Très stimulant intellectuellement. Et j'ai fini par, on va dire, classique sur l'investment banking du M&A. Où là, bah, pour le coup, c'est plus sur une orga de travail, comment prioriser, aller vite sur la construction d'un modèle et être efficace sur des slides. Et je pense que ça sert énormément parce que ça apporte une structure, une manière de raisonner et une capacité à comprendre vite une problématique, et savoir un petit peu voilà, comment finalement organiser ta pensée, créer des modèles enfin, en vrai, des modèles ou des échantillonnages, etc., de façon très vite et très efficiente. Et donc, ouais, je pense que ça permet surtout une approche de raisonnement. C'est Et comment là, si tu structurer une devais pensée. nous résumer, c'est Mhm. quoi justement, comment est-ce qu'on peut apprendre ça pour ceux qui ne font pas de stage en M&A ou qui viennent pas de ce milieu-là ou juste qui peuvent pas? Mhm. Là, tu le résumerais comment, le fait d'aller vite? Comment est-ce que tu apprends à aller vite? Comment est-ce que tu priorises bien? Il faut vraiment en fait s'imposer des deadlines qui seront presque impossibles sur plein de sujets, sur des délais hyper courts, et d'essayer finalement de faire le maximum dans un temps donné. Pourquoi pas par exemple chronométrer un peu son temps sur par exemple voilà, moi je veux je veux monter un bar, je veux sortir finalement ma première présentation du premier plan en une semaine. Comment je prends une industrie donnée, enfin ou alors un type de produit donné sur mon bar, j'en sais rien, je vais prendre le café. Je vais faire vraiment des expressos incroyables. Comment je pars de cette idée à finalement structurer en une semaine, par exemple, juste voilà, un forecast sur 5 ans. Donc, on va dire voilà, une vision sur 5 ans de tous les chiffres avec toutes les dimensions, une présentation, Tu penses à puis quelle pour la dimension? revoir. Tu penses à quelle dimension? Bah, je pense que pour n'importe quel problème business aujourd'hui, il faut penser d'abord à une dimension un petit peu, voilà. C'est, je vais prendre un exemple concret. Lancer par exemple les trottinettes. On va prendre le sujet des trottinettes, comme ça on va rester sur l'industrie de Bolt. Lancer les trottinettes, il y a une dimension problématique business, par exemple comment on lance une ville, qui va se déboucher d'abord sur des opportunités de croissance, donc comment on va vraiment définir euh, quel marché on va choisir et pourquoi. Donc voilà, quelles sont les villes par exemple les plus étudiantes versus les moins étudiantes, celles qui ont le plus de dynamique, c'est quoi la démographie de ces villes, la Donc tu facilité. poses tes hypothèses. Exactement, tu poses tes hypothèses, on va dire, business sur la croissance. Qu'est-ce que tu trouves intéressant sur tout ça? Comment tu vas vraiment le pousser? Après, il y a combien de personnes ou quelles vont être tes équipes pour arriver à ça? Et donc, finalement, ta ressource. Ça peut être de l'humain, ça peut être de l'argent, et pas toujours. Ça peut être du temps. Si demain, c'est pour une personne qui veut lancer son site de e-commerce, par exemple. Et derrière, il y a tout l'encadrement ou les conséquences qui sont un petit peu, finalement, une fois que j'ai ces deux dimensions, les théories de croissance et les ressources pour allier,
quels peut être, par exemple, les challenges et les opportunités qui pourraient en découdre ou qui sont les plus prioritaires selon moi. Une fois qu'on a ça déjà, Tu mets ton coût aussi, je pense, à un exactement, moment je le donné. mettais dans les ressources. Ok. Dans les ressources, il y a humain, financière, ouais, et même d'allocation de temps. Il y a des choses qui prennent plus de temps, moins de temps, Mm, etc. mm. T'as d'autres modèles mentaux comme ça qui te viennent pour aller plus vite? Est-ce que je sais que cette question est un peu Ouais, elle est est large. très large, mais est-ce qu'il y a deux, trois règles, tu vois, ou modèles mentaux qui reviennent, parce qu'à force de le faire et de le refaire, tu sais par exemple qu'il faut jamais commencer par un tel truc, où il y a toujours une limite, ou un point, ou trois points de vigilance absolue à avoir sur chaque modèle, Hmm. ou à avoir sur chaque endroit. Je pense que le premier point d'attention, la chose où il faut être le plus conservatif et le plus vigilant, c'est les coûts. Parce que la réalité d'un business, là, on peut parler de Bolt, on parlait d'un bar, etc. Mais c'est que le sujet principal pour un entrepreneur qui va se lancer, c'est le cash. Ce qui tue des business, c'est pas forcément la rentabilité, c'est pas les perspectives de croissance, c'est même pas le fit to market ou comment on intègre un marché, parce que souvent les boîtes pivotent dans tous les sens. Ce qui va être, c'est son cash et c'est la gestion de son cash. Faut pas trop être ambitieux sur, par exemple, demain on veut lancer un produit, il faut pas faire toute une ligne de produits d'abord. Il faut commencer par exemple avec un seul produit. Je sais pas si on a du thé par exemple, on a 5 ou 6 parfums, on commence Hmm. d'abord par un, on fait pas 3 lignes, 4 lignes, ou Mais on quelque chose. priorise celui qui a le plus de potentiel de réussite. Exactement, priorise celui qui a le plus de potentiel. Donc on va dire une ligne de coût, il faut être très 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 vigilant sur ça, se concentrer sur un produit, etc. et scaler, on va dire plus ou moins de façon raisonnable et pas être trop Hmm. optimistique sur sa croissance, parce que c'est ça que c'est très difficile pour un entrepreneur. Ça va être de ne pas être trop optimiste sur son produit, sur son avis, sur ce qu'on pense être les scénarios de demain. Euh, et le troisième point, puisque tu m'as demandé 3 points, euh, ouais, ça c'est difficile à trouver comme ça. Donc on a dit ouais, le coût, l'humain, et le Mais dernier, je ça peux pourrait même être peut-être t'aider là-dessus, parce ouais, que moi. je vais résumer ce que j'ai l'impression de comprendre, c'est pourquoi, si on reprend tout le monde, beaucoup de personnes passent par ces stages investment, c'est qu'en fait, ça te bâtit une espèce de culture générale et tu arrives à conceptualiser des business avec des lignes d'Excel, on va pas se mentir, de plus en plus proches de la réalité. Tu dois en avoir des tonnes avant de pouvoir y arriver à ça. C'est comme un flic Ouais, c'est vrai. qui a interviewé 1000 suspects, il a des intuitions, il sait ce qui est possible et moins possible. Ouais, t'as raison. Alors que là, à force de les voir et de les revoir, tu te dis, bah non, là t'es trop, ça c'est pas possible, j'ai jamais vu. Ah, ça j'ai déjà vu un peu plus de fois, ça me paraît plus de ce sens-là. Donc t'as aussi un peu un côté Ouais, d'art et t'as raison. d'intuition, non? Ouais, ouais, non, non, t'as raison. Ça, c'est vrai. Le fait de voir différentes industries qui ont des dynamiques différentes, Hmm. ouais, des perspectives de croissance qui. C'est vrai que ta culture financière et économique, elle est vraiment enrichie et ça t'aide à prendre des décisions beaucoup plus vite. Après, ça va être très différent, par exemple, de. Je pense que là où ça s'est vraiment amélioré pour moi, ça, c'est pas vraiment en finance, c'est vraiment chez Bolt. Parce que je trouve que l'univers des startups Eh ben et du passons-y. digital, mais voilà, passons sur Bolt. C'est vraiment sur ce sujet-là où bah, c'est devenu beaucoup plus clair et je suis devenu beaucoup plus rapide sur des problématiques business. Justement parce que finalement, le sujet des marketplaces, c'est hyper dense, super intéressant. Et en fait, les marketplaces ou le fonctionnement des marketplaces, ça se ressemble beaucoup. Le fonctionnement d'un Airbnb, d'un Amazon, d'un T'as des playbooks, ils appellent ça Cajou, des playbooks, hein, c'est... exactement, ces playbooks, en fait, c'est les mêmes. Il y a beaucoup de choses qui sont réplicables d'une industrie à l'autre, ou du moins des dynamiques qui se comprennent, enfin qui se complémentent, ou du moins que tu peux comprendre assez facilement, peu importe le produit de ta marketplace. Donc en fait, faut d'un côté avoir cette capacité à aller très vite, à se faire violence et se dire, bah non, en fait, comment est-ce que je peux rendre ça demain? Ou même Ouais, là dans 2 heures, au ouais, lieu de... exactement. et pour couper justement toutes les idées farfelues, même si parfois il faut en avoir, Ouais, pour pas exactement. passer des heures et des heures à des choses en fait qui servent à rien. Il faut aller droit au but. Exactement. Ouais, et aussi ouais, ça me fait penser à un truc, c'est que je pense qu'il faut aussi, et tous les entrepreneurs le disent, il faut se lancer tout de suite. C'est, voilà, j'ai une journée, on reprend l'exemple du café, par exemple. En une journée, comment je fais mon modèle et comment je fais ma présentation comme si je lançais demain. Je me pose sur ça, ok, et finalement, j'essaie. Il vaut mieux itérer directement, un peu comme, bah, par exemple, j'ai vu une vidéo YouTube très intéressante des fondateurs de Pokawa, qui disaient qu'avant de lancer leur idée de poké et de se dire on va monter un restaurant et puis faire un business plan, puis une présentation et vouloir la présenter, ça prend un mois, elle est super belle, c'est magnifique. Ils ont commencé directement à faire livrer sur Uber Eats, Deliveroo, et d'abord eux-mêmes en livrant à leurs potes.
des pokés pour qu'ils leur donnent leur avis. C'est exactement comme ça qu'il faut commencer. Puis on optimise, puis on affine tout ça, on affiche C'est l'efficience du ça, business. faut faire vachement attention, parce que c'est Exactement, aussi le plus grand ennemi de l'entrepreneur, de faire un business plan parfaitement étayé sur 5 ans, exactement. quand on se lance au tout début. Parce que quand le business est déjà un peu là, Euh, éprouvé, et là, c'est sûr qu'il le faut. Mais ça, c'est le moment plutôt du scale ou du growth, un moment plutôt de traction. Limite, faut juste regarder, tu vois, comme tu dis, les premières hypothèses. Ton marché, il y a combien de personnes, et combien qui seraient vraiment capables de payer ça, ce prix-là, ok, ça fait quoi? Et commencer comme ça, juste pour avoir des grands ordres de grandeur, et Exactement. pas plus. Ouais, exactement, pas plus. Parce qu'en fait, tu peux faire du x10 comme du x0. Donc, Exactement. Et c'est pas parce que ça marche les premiers mois que ça ne marchera ensuite. mm, Et pourquoi je disais que sur les coûts, c'est super important, c'est que ouais, moi, je suis quand même persuadé que dans les cycles de boîte, au départ, une boîte, avant qu'elle ait bien valorisé ou qu'il y a vraiment de la traction, etc., le premier sujet, c'est le cash. Ça reste après, mais en tout cas, au départ, ça peut vraiment tuer des idées et que la ligne de coût est super importante. Donc, vaut mieux itérer sur des petits volumes, etc., faire en sorte comprendre bien les dynamiques, par exemple, de ces coûts, la structure de ces coûts, et essayer de l'optimiser au maximum, même sur des petits volumes. Et après, on commence à réfléchir ou être optimiste sur les opportunités de mm. croissance. Mais on peut tous faire sinon des business cases où finalement la croissance est fois 100 tous les mois et c'est incroyable. Et voilà. Et on a des vrais volumes, une vraie traction au bout d'un an. Et donc, toi, tu fais ces jobs en finance, si je peux résumer ça comme ça. Et après, tu dis, je vais aller dans une start-up. Ouais. Bolt, c'était il y a, donc tu dis, ça fait déjà Presque 5 ans. 5 ans. 4 ans et demi. En Ouais. novembre, ça fera 5 ans. Donc j'étais en M&A à la Société Générale et là je travaillais sur le secteur de l'automobile. Et donc le gros sujet du moment, c'était la voiture autonome. Mm. C'était qui finalement, grâce à des joint ventures. C'est quoi les joint ventures? C'est deux sociétés. On va prendre par exemple Volkswagen et Renault qui décideraient d'investir 50%, de mettre 50% d'un ticket, donc ça peut c'est plusieurs millions en général, pour dire on va construire un véhicule autonome. Ça, c'était le sujet du moment. Et moi, j'étais en charge finalement aussi du futur de la mobilité. Donc il y avait le sujet de la voiture autonome, il y avait les plateformes, notamment voilà, Uber qui se développait, Taxify, ce petit acteur qui est devenu Bolt, qui arrivait finalement en Europe de l'Ouest, au Portugal et en France. Tu avais bon, tous les acteurs internationaux. Et tu avais par exemple Tesla à ce moment-là qui commençait à dire, Elon Musk qui disait, bah moi, euh, je, voilà, j'ai fait un petit geste parce qu'il y a un très beau poster d'Elon Musk derrière. Euh, Faut regarder la vidéo pour ceux qui nous écoutent. Exactement. Et donc voilà, il y avait le sujet sur voilà, les Tesla qui pourraient être demain autonomes pour permettre aux gens d'avoir des revenus complémentaires lorsqu'ils n'utilisent pas leur véhicule, par exemple lorsqu'ils sont au travail. Donc il y avait toute cette dimension et c'est un petit comme ça que j'ai fait le mapping des acteurs et que j'ai connu Taxify. Je m'ennuyais énormément en investment banking. Je trouve que c'est très intéressant parce que tu vois une multitude de problématiques, une multitude voilà, d'acteurs ou d'industries, Mais mais tu mets pas les mains dedans. exactement. Et je trouvais que c'était très difficile à entrer. Enfin, c'était en large cap, donc tous les deals de plus un milliard, pardon. C'est très difficile à rentrer au recrutement. Il faut être dans les meilleures écoles, meilleurs profils. Voilà, c'est très compétitif. Mais une fois qu'on est dedans, ça ne demande pas des compétences que je trouvais incroyables. Et donc, je m'ennuyais par rapport voilà, à ce que j'imaginais être le M&A à ce moment-là. Et donc, j'ai décidé finalement voilà, de tout arrêter pour rejoindre Taxify. À ce moment-là, il y avait deux, trois employés. Et donc, voilà, autour d'une Et table à aujourd'hui, trois vous êtes quatre. combien? Donc, on a très longtemps été une vingtaine. Puis après le Covid, une quinzaine, parce qu'il y a eu voilà, des sujets et pas mal de changements. Aujourd'hui, on est à 50 en France. Donc, ouais, un peu plus de 50 employés en France. 70 à l'étranger qui travaillent pour le marché français. Ça te fait une équipe à peu près ouais, de 120 personnes, principalement en opération, marketing, affaires publiques et légal. Comment est-ce que tu trouves tes 1000 premiers users, tes 1000 premiers clients Mm. à l'époque? Ouais, à l'époque, bah, en fait, l'attraction, elle est venue très vite. C'est marrant quand on y pense parce qu'on avait l'app à ce moment-là n'était pas incroyable. Vraiment, l'UX pour Mm. les utilisateurs était même pas bonne du tout. C'était quoi Euh, la proposition de valeur alors? C'était le prix. Finalement, pour les utilisateurs, on était les premiers en 2017 à donner des codes promotionnels à 50%. Donc en fait, tu payais, voilà, par exemple, d'ici à Saint-Lazare, tu payais un 7 euros ou un 6 euros pour utiliser du VTC. Et on a eu énormément de chauffeurs au départ parce qu'on avait une commission à 15%, lorsque Uber a une commission à 25%. Donc pour les chauffeurs, tu as une différence quand même en point de pourcentage de 10 points à l'époque.
Ça s'est réduit un petit peu maintenant, mais c'était 10 points à l'époque. Donc pour les chauffeurs, ils gagnaient vraiment beaucoup plus. Et pour les utilisateurs, c'était des courses vraiment pas chères. Et on a eu une traction incroyable dès le départ. On a vraiment... on a dépassé ouais, les premiers 1000 utilisateurs, c'était peut-être le jour du lancement. Les Ok, premières heures de lancement, peut-être. ouais, Donc on a eu une en France. Ok. très très grosse Donc, traction. question, comment tu arrives aux 100 000 suivants? Pour les 100 000 suivants, en fait, ça a été principalement en améliorant les processus pour inscrire des chauffeurs. Comment se sont rythmés, si tu veux, nos premiers mois. Donc en fait, ça s'est passé en un mois, je dirais, l'attraction des premiers 100 000 utilisateurs. Ça a été principalement sur le lancement de Paris, hein, donc le premier mois, puis suivi du lancement de Lyon. Et donc là, le sujet, c'est quand tu as 3 ou 4 employés que tu n'as pas le temps de recruter, parce que c'est aussi une des problématiques, de recruter vite et bien, c'est un vrai sujet. C'est comment tu optimises à 3 ou 4 ou comment tu rends tes processus les plus optimisés possibles pour pour inscrire des milliers de chauffeurs par semaine presque, euh, Est-ce que sachant que tu n'as Taxify, pas à les... l'époque, ils te donnent quand même, ils t'aident avec les modèles qu'ils ont dans d'autres pays ou dans d'autres villes? Ouais. Parce que tu vas pas tout réinventer, sinon c'est Non, non, mission non, impossible. voilà, exactement. On utilisait donc on avait des personnes de l'étranger qui venaient nous aider justement pour ce lancement, parce qu'à ce moment-là, il y avait 200 employés, c'était pas les 3000 d'aujourd'hui. Donc voilà, on était moins d'une dizaine finalement à inscrire des chauffeurs, à faire le service client, euh, et le soir, en fait, les modèles pour essayer de suivre la croissance, essayer d'optimiser ta marketplace, parce que tu as aussi des En fait, c'est problèmes à une gérer, quoi. position où ça pète juste tout le temps. Ça Ex- pète tout le temps. exactement. Exactement. C'est un équilibre que tu dois finalement ajuster par heure. En vrai, la réalité du VTC aujourd'hui, c'est ça. Tu as une problématique de gestion de ta marketplace par heure. Les dynamiques du matin, c'est pas les mêmes que l'après-midi, c'est pas les mêmes que le soir, que la nuit, Mhm. mais aussi en fonction d'où tu es. Quand tu es dans Paris intramuros, c'est très fluide. Quand tu es à Disney ou à Versailles, ça va être très fluide aussi. Si par exemple, tu es dans une ville vraiment super loin, vraiment à l'extérieur, presque limite à la frontière de l'Île-de-France, là, c'est beaucoup plus compliqué pour avoir une bonne marketplace. Et donc, tu as des dynamiques qui sont, ouais, c'est très stimulant, mais très dynamique. Il faut vraiment essayer d'optimiser ça tout le temps. Est-ce que tu peux nous raconter un moment difficile dans ces 4 années et demie, bientôt 5, un moment vraiment difficile, Ouais, un échec ou même deux, hein, qui aurait pu avoir un énorme impact sur la boîte ou même sur toi, ton poste, ta carrière? ouais, Parce que tu ah, passes quand même de Ops à exactement. General Manager. Donc, ouais, il y en a eu pas mal, parce qu'en fait, entre 2017 et aujourd'hui, il y a une chose qui est superbe à vivre, c'est que le marché était un peu pas structuré et devenu structuré. Je parle notamment en termes de lois, d'encadrement et de plein de réglementations à mettre en place. Bon, je ne dis pas que si une personne de l'administration française nous écoute, il y avait des règles, mais ça s'est amélioré et c'est devenu plus strict, on va dire. Et donc, à ce moment-là, si tu veux, entre 2018 et 2019, tu as eu le changement des cartes VTC qui sont passées de cartes papier à des cartes sécurisées. C'est des cartes qui vont ressembler à un permis de conduire ou une carte d'identité, les nouvelles, finalement. Et dans ce changement-là, on a dû, par exemple, en moins de 6 mois, rencontrer l'intégralité de nos chauffeurs. Donc, on parlait à ce moment-là d'un peu plus de 20 000 chauffeurs, de les rencontrer physiquement pour vérifier la réception de la nouvelle carte. Puisque finalement, les anciennes cartes papier, elles Hmm. n'étaient plus valides. Et donc, il fallait vérifier physiquement ces cartes-là. Et donc là, tu passes, tu as 25 employés en CDI en France, tu dois recevoir en moins de 6 mois 20 000 chauffeurs, donc ça te fait entre, ouais, 300 ouais, entre 350 et 550 chauffeurs, si je me trompe pas, par jour, ouvrés. Et donc c'est incroyable, il te faut des bureaux, des personnes, etc. pour vérifier, inviter les chauffeurs, sans qu'ils ne sont pas obligés de venir te voir. Donc il faut les influencer et leur demander de venir et les faire venir. Sinon, tu dois Ils les sont pas bloquer à une obligés. date. S'ils ne viennent pas, tu ne pourras plus travailler avec eux, mais ils pourront toujours travailler avec d'autres plateformes avec qui Hmm. ils ont montré ce document, Ils ont peut-être envie de continuer. bien sûr. Voilà. Donc, ils sont venus. Ouais, ils sont revenus. Mais voilà, c'était une vraie problématique parce que c'est, voilà, changement réglementaire, un document à vérifier physiquement. Et donc là, Hmm. c'est pas une optimisation digitale via un outil ou des outils où tu pourrais Et vous avez fait vérifier. comment? C'est pas toi qui es allé tous les jours. Non, on a recruté. C'est que voilà, c'est demain, voilà, comment tu fais face à un pic d'activité, parce qu'en fait, ça se traduit pas en revenus, mais ça aurait pu se traduire en perte d'une opportunité, puisque tu pourrais perdre énormément de chauffeurs. Donc, c'est
ouvrir des nouveaux bureaux avec des facilités autour pour pouvoir se garer pour les véhicules, parce que un chauffeur a un véhicule, et donc ça c'est un vrai problème. Par exemple, le parking, tu peux pas le faire dans Paris intramuros, recruter des équipes qui s'en chargent, des team leads, des managers, une structure, et donc c'est finalement c'est comment gérer une phase un peu d'hyper-croissance, sauf que là le sujet il est réglementaire, Hmm. et c'est pas un sujet finalement d'opportunité de chiffre d'affaires, mais très intéressant. Et là, ça se passait comment tes nuits à ce moment-là? On dort moins. Pas, pas beaucoup. Là, je dirais que, en tout cas, en termes de charge de travail, les départs étaient hyper intenses parce que voilà, tu gères tout finalement. Tu fais un petit peu de marketing, un petit peu de service client, de l'opération, inscription de chauffeur. Donc, tu vois, c'était du 9h, 22h pendant très longtemps, pendant plusieurs années. Donc, voilà. Et ça, c'était avant que tu sois promu Ouais. Ouais, ouais, country manager, ouais. general manager. Ouais, C'est quoi la différence entre c'est la country? même C'est chose. la même chose. C'est Ça la même marche. chose. Donc, ouais, non, ces horaires-là, on va dire, c'était, ouais, non, pendant les deux premières années, 2 ans et demi. Et même à la fin, quand j'étais toujours Operation Manager, hein, avant que Henri Capot le parte Montecajou, qui était l'ancien country manager. Hmm. Ouais, non, non, les horaires, ça s'était calmé. C'était des horaires normaux parce que là, on a eu le temps de structurer les équipes. Et donc, non, c'était ouais, classique du 9h-18h, 9h-19h. Je sais pas, le temps général, en tout cas aujourd'hui, avec les équipes qu'on a, c'est pas des grandes amplitudes horaires. C'est des industries où parfois, ou certaines boîtes, c'est très demandant en termes de quantité de travail. Et donc, voilà, il y a de l'amplitude horaire qui peut se faire. Nous, ce qu'on essaie toujours de faire, c'est d'être quand même, de garder un bon équilibre pro-perso, parce que c'est comme c'est des industries très demandantes. Ça va, ouais, c'est du 9-18, assez dense, mais du 9-18. Il y a plein d'industries comme ça, hein. Ouais, Enfin, t'es dans le cinéma ou dans la télé, enfin ouais, dans la prod, en fait, tous les métiers où t'as des opérations. ouais. T'es dans la restauration, Ouais, tu la te fais... restauration, c'est un enfer, hein. Ouais, Un c'est... pâtissier, c'est Ouais. c'est l'enfer aussi. Il n'y a pas beaucoup de gens qui font 9h, 17h par exemple, je pense, en Ouais. France, malgré ce qu'on nous dit. Et donc, donc là, tu étais Operation Manager, Hmm. qui consiste en... Alors à ce moment-là, c'est la gestion, bah, par exemple, de la performance. Qu'est-ce que ça va être la performance sur une marketplace? Bah, quelles sont les catégories. Donc, qu'est-ce qu'une catégorie? C'est dans l'application. Tu vois, tu peux sélectionner aujourd'hui bah, Bolt, Economy, Green, qui sont les voitures électriques, Van, etc. Et donc, c'est bah, quel ordre tu vas mettre. Est-ce que tu le fais de façon dynamique pour permettre aux utilisateurs de retrouver leurs ordres de préférence par rapport aux dernières utilisations ou pas? Ça va être l'équipe qualité qui gère les sujets de service client. Donc, par exemple, Donc, tu es en même temps dans le produit, en même temps sur le ticketing du service après-vente, exactement. en Après, même temps... ouais, le produit, on ne le gère pas vraiment. Par contre, c'est en collaboration avec le siège. Toute l'équipe produit est au siège. Mais ouais, tu as des parties, on va dire des sujets analytiques, sujets acquisition chauffeur. Des équipes qui, leur travail, c'est d'aller finalement inscrire de plus en plus de chauffeurs. Tu as des problématiques bah, de compliance. On en a parlé tout à l'heure sur les sujets de s'assurer que voilà, que la base, on a tous les documents de tous les chauffeurs en temps réel et qu'il n'y a jamais de manquement. Ta qualité, bah, les sujets je ne sais pas, moi, une altercation entre un utilisateur et un chauffeur. Comment faire finalement d'avoir des bons processus aussi, des cas, nous on appelle de haute priorité, qui sont par exemple pour éviter tous les sujets bah, de violentes faites aux chauffeurs. Il y en a énormément, plus qu'on pense. Des harcèlements Hmm. sexuels, finalement tous les sujets qui ont fait l'actualité avec des mouvements comme par exemple Uber, c'est Over, comment finalement aujourd'hui en tant que plateforme, on va mettre en place des services et finalement des équipes dédiées à ça 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec des systèmes voilà, de prévention dans l'application via des boutons SOS, où tu peux finalement appeler la police directement via l'application, des équipes qui suivent en temps réel tout ce qui a pu se passer et qui apportent derrière aussi un soutien avec des équipes formées par des associations et aussi voilà, un accompagnement en cas de traumatisme ou par exemple pour un chauffeur d'arrêt ou d'incident de travail où finalement on va couvrir via des assurances, Hmm. on va couvrir finalement son temps de... Ouais, parce que j'allais te dire, d'appeler la police, c'est bien, mais bon, il faut quand même le temps qu'ils arrivent. C'est peut-être plus Exactement. simple si d'un bouton, tu arrives à alerter tous 5 ou 10 autres chauffeurs qui sont aux alentours et qui peuvent se ramener. Bah, malheureusement, en France, il n'y a que la police qui peut agir. Dans toute On leur demande pas altercation, il n'y a que la d'agir, on leur police. demande de venir dire bonjour. Juste dire coucou. Mais c'est un vrai sujet. Ouais, c'est un vrai sujet. Du coup, tu peux pas vraiment agir.
Sans langue de bois. Parce que d'appeler la police, ok, mais enfin, tu es en train de te faire violenter. Bah, tu as une personne en temps réel qui va finalement aussi être là, accompagner, appeler les parties prenantes, donc appeler l'utilisateur et appeler le chauffeur lorsque ce bouton finalement est enclenché pour essayer de suivre l'activité. Mais oui, on fait le maximum que aujourd'hui la loi française nous autorise. Donc pas de milice. Pas de milice, non. Je rigole évidemment pour ceux qui ne voient pas ma tête en audio. T'as pas répondu, donc comment est-ce que tu en arrives à être country manager et Ouais, à aller chercher ce million, ces 2 millions maintenant ouais. d'utilisateurs? Alors, donc comme j'étais là au départ, j'ai fait partie, voilà, une des premières personnes en opération. L'idée, c'était de construire les opérations, donc de créer on va dire, des sous-verticales par expertise. Donc, comme je disais, inscription chauffeur, qualité, compliance, etc. En passant de là, on s'est développé, on a vachement optimisé notre activité, parce qu'au départ, voilà, il y a eu des gros budgets pour finalement financer C'est notre combien? croissance, plusieurs millions. Je ne peux pas vraiment C'est en commenter le dessous des chiffre, 10? hein, c'est au-dessus des 10. Au-dessus Euh, des 20? Ça, je vais m'arrêter au-dessus des 10 et après, Pardon. je te laisserai et je laisserai tout le monde finalement se faire une opinion sur la question. Euh, et donc, ça va être optimiser les opérations, faire grossir l'équipe. Donc là, on est passé sur une stade on va dire une étape de croisière à un peu plus de 20 employés. Et donc, à un peu plus de 20 employés, pendant longtemps, finalement, l'activité se portait bien, les opérations se passaient de mieux en mieux, les équipes montaient en puissance, etc. Et à ce moment-là, l'ancien country manager a décidé finalement de partir sur de nouvelles aventures. Et donc, il m'a redonné finalement ouais, il m'a redonné le flambeau directement. Donc, en fait, ça s'est fait. Les premières discussions se sont faites sans moi, où c'était plus lui avec le siège, où voilà, il m'a annoncé voilà, tu seras le prochain country manager, je pars. Et donc, Tu le prends comment à ce moment-là? au début, Tu lui as dit peut-être laisse-moi le surpris. temps de réfléchir déjà? Ouais, ouais, surpris. Ouais, très surpris. Je savais que ça pouvait arriver un jour. On en avait déjà discuté plus ou moins voilà, de mon évolution, etc. Je savais que ça allait arriver à un certain moment. Je ne m'attendais pas à que ça arrive tout de suite. Hmm. Donc d'abord, petite phase un petit peu, on va dire, de choc où je me dis, mais est-ce que je suis vraiment prêt? Est-ce que c'est le moment, etc. Puis plus le temps passait, plus en fait, je me disais que bon, bah, il fallait que je le reprenne. Quand la classique, on a une période de transition, handover, où finalement, handover, c'est ben, on se transfère les sujets. Transfert des sujets. Transfert des sujets, il part. Donc moi, je reprends directement la France. À ce moment-là, c'était assez intéressant parce qu'il y avait aussi pas mal de recrutement à faire. Pas mal de recrutement à faire. Un plan d'expansion qui, pour moi, était un sujet qu'on- que vraiment je défendais et que je voulais faire. C'était le lancement de plein de villes parce que je pense que avoir une couverture nationale, c'est très intéressant. Et je reviendrai dessus après pour répondre comment on passe à 2 millions. Euh, et donc, ouais, pas mal de sujets, etc. Et à ce moment-là, le Covid arrive. C'était quelques mois après, on commençait à voilà, décembre, parce que ça s'est fait, on va dire, juillet. Donc, les 6 premiers mois, ça a été plus une transition, une période d'adaptation, etc. Parce que bah, tu as le sujet sujet presse, public policy, j'en gérais un petit peu déjà avant, notamment avec le sujet dont on a parlé avant sur la vérification des cartes. Mhm. Il y avait le sujet voilà, du marketing, le B2B, finalement, comment tu voilà, reprends un petit peu ces sujets et deviens à l'aise. Moi, je devenais confortable sur les différents sujets que je touchais pas avant. Et là, le Covid arrive, donc l'activité mars-avril, tombe presque à zéro. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Et Et à alors, ce qu'est-ce qu'on moment-là, fait? bah, on essaye de pivoter en lançant bah, voilà, la livraison de marchandises. Parce qu'à ce moment-là, c'était le e-commerce pour le coup. Le e-commerce en mars-avril, pour toutes les sociétés qui le font, bah, ça a été une aubaine. Bon, pour Amazon, ça a été incroyable. Pour Netflix, ça a été incroyable. Et donc, on s'est préparé finalement à pivoter pour ce temps-là, pour essayer quand même de faire un Mhm. minimum de chiffre d'affaires, euh, avec quand même une grosse partie de l'équipe en chômage partiel. C'est là où on a quand même la chance d'être en France, et que le chômage partiel a sauvé énormément de boîtes. Donc ça, c'est très bien. Euh, et donc à ce moment-là, euh, Toi, tu faisais quoi de tes journées? Tu disais, bon, on va lancer on lance un peu de e-commerce, enfin même de quick commerce. non, à ce moment-là, on était plus sur la livraison de marchandises. Donc Mhm. finalement, comment on va accompagner les sociétés de e-commerce ou les personnes individuelles de Ah se faire oui, livrer le d'accord. dernier kilomètre. Donc en fait, D'accord. c'était vraiment sur la mobilité. Comment on permet aujourd'hui à des chauffeurs ou des C'était devenu une boîte de sociétés. logistique. Exactement. C'est vraiment, voilà, il y a des chauffeurs VTC, ils ont un véhicule. Ce Il y a qui n'est des pas si loin. Quand on qui n'est regarde pas exactement. même les business models d'un Air France, donc en vol commercial ou pas, donc comment on appelle ça? Vol charter? Non, comment on appelle les vols? Ouais, c'est des charters. C'est ça. Ouais, si je dis pas de Pour bêtises. transporter des Ouais, ouais, marchandises. Ouais, exactement. ça se ressemble. Exactement.
Donc en fait, c'était assez similaire. Après, même le modèle de véhicule change. Pas sûr que quelqu'un qui a, tu vois, une Mercedes classée souhaite transporter des frigos dans son véhicule. Bon, il peut pas dans les faits. Mais en tout cas, voilà, il y avait beaucoup de synergie Mhm. parce qu'il y a plein de gestionnaires, donc des sociétés spécialisées dans le VTC avec plusieurs véhicules et plusieurs chauffeurs employés qui, à côté de ça, font aussi de la livraison. Donc il y avait des vraies synergies. Donc on a commencé à lancer cette activité d'abord sur des tout petits volumes. Et là, on s'est rendu compte que en fait, le sujet des confinements, en fait, ça allait diminuer et qu'il y avait quand même un minima d'activité. Et donc là, un petit peu, on a changé de stratégie. Là où tous nos concurrents directs, on va dire, euh, sont restés un peu dans une étape un peu de veille ou à regarder ce qui se passait. Moi, en tant que voilà, nouveau country manager, j'ai décidé finalement d'être beaucoup plus agressif chez Bol parce que aussi, j'ai trouvé l'opportunité de me dire que finalement, si on allait inscrire encore plus de chauffeurs pendant cette période basse d'activité, ça nous servirait pour la période post-pandémie. Les chauffeurs, il n'y avait pas énormément de courses à proposer pour les chauffeurs partenaires. Donc il y avait une facilité à les convaincre pour venir s'inscrire et se déplacer à notre espace. Ils doivent venir physiquement, Mhm. ce qui est aussi un problème opérationnel. Comment tu convaincs quelqu'un à venir dans ton espace? Et donc ça a pris. À Paris, ça a pris énormément. On a pu inscrire des milliers et des milliers de chauffeurs lorsque certains de nos concurrents avaient leurs espaces fermés. Et donc ça nous a permis finalement aussi de récupérer un avantage certain en sortie de pandémie et de préparer le Voilà, lancement parce de que la France. on l'a pas dit, mais le vrai game de ce business-là, de ce genre d'entreprise, c'est les chauffeurs. Exactement. On a beau faire toutes les matrices et toutes les Excel qu'on veut, s'il n'y a pas de chauffeur, Il n'y a pas de service. il y a pas de service, donc il n'y a pas de... Exactement. En fait, là, ouais, en tout cas, nos concurrents ou l'industrie du VTC, enfin, on doit se concentrer d'abord sur les chauffeurs parce que tu en as besoin pour les services. Et la réalité, parce que peut-être les personnes qui nous écoutent aujourd'hui ne le savent pas, les chauffeurs sont multiplateformes. C'est-à-dire qu'un chauffeur qu'aujourd'hui tu peux avoir sur Uber, il a Mhm. sûrement un compte chez Bolt, il a sûrement un compte chez Freena ou il a sûrement un compte chez Hitch. Donc tous ces sujets-là, finalement, eh ben, il faut s'assurer que le chauffeur s'inscrive chez toi, sur ta plateforme, et se connecte sur ta plateforme. Et donc, il n'y avait rien de mieux, finalement, d'abord pour valider la première étape et donc les inscrire qu'une pandémie. Ça nous a pas mal servi. D'ailleurs, il se passe quoi avec Uber en ce moment là. C'est-à-dire, Ils mettent 1000 ans à accepter les courses, voire il n'y a personne. Moi, je ne comprends pas ce qui se passe. alors je vais pas commenter ce que fait les autres, hein. Ça, il faut J'ai inviter pas les, du tout anglais la question en plus. ouais, faudra inviter quelqu'un de Uber pour commenter cette question. Bah, si quelqu'un nous écoute, je veux bien le mettre en commentaire d'ailleurs, parce que c'est une vraie question totalement perso de pourquoi il y a Ouais. tant de... Bah, moi, je peux t'expliquer la tendance de marché sur ça, sur les annulations. C'est qu'aujourd'hui, les chauffeurs sont libres d'accepter toutes les courses et refuser toutes les courses qu'ils reçoivent. Ils ont les informations à l'avance. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, les chauffeurs ne veulent pas faire les petites courses. C'est moins vrai aujourd'hui à Paris, mais je peux te donner des exemples très concrets de certaines villes. Tu prends une ville comme par exemple Lyon, qui est aussi un très gros marché du VTC. Une course à 10 euros le soir, je sais pas, un vendredi soir, est refusée par tous les chauffeurs. Et ça, c'est parce qu'en fait, ils ne veulent pas faire les petites courses. Et comme ils ont les informations à l'avance, Hmm. ils décident de ne pas faire les courses. Et ça, on va dire, c'est un problème pour les utilisateurs parce que c'est pas, en termes d'expérience, c'est pas ouf de voir finalement les chauffeurs annuler, annuler, annuler. Mais Bah c'est ouais, une réalité que ouais, c'est ouais. des chauffeurs auto, enfin, c'est des, C'est juste, t'attends, et puis exactement, après, donc c'est annulé. Et puis à un moment donné, juste le prix de ta course a fait 50%, voire exactement, x2. Et là, c'est pris. Tu fais, exactement. bah, c'est pas hyper cool. Et ben ça, c'est la majoration, donc l'augmentation du prix, du prix quand il n'y a pas beaucoup de chauffeurs ou que les chauffeurs n'acceptent pas le prix de la course. Et donc ça, c'est vraiment juste par rapport au prix. Les chauffeurs aujourd'hui refusent les Donc ça petites peut courses. presque être vu comme en économie comme un cartel qui décide d'augmenter les prix artificiellement, puisque tout le monde se met d'accord sur le fait qu'on ne veut pas accepter un petit prix. Oui, après, je pense qu'il y a aussi une vraie problématique de fond, qui est la rentabilité du chauffeur, qui est finalement aujourd'hui des situations où pour être chauffeur VTC, c'est très difficile. Mhm. C'est des gros horaires. Ça va être des véhicules qui sont aujourd'hui difficiles à financer. Pourquoi je dis ça? C'est que une banque classique ne va pas prêter à un chauffeur VTC comme toi ou moi pour notre crédit. On pourrait facilement avoir un crédit à la consommation pour acheter notre véhicule. Lui, le chauffeur VTC va se faire refuser son dossier. Donc la réalité, c'est qu'aujourd'hui, pour obtenir et
accéder à l'achat d'un véhicule, et donc des bons véhicules, c'est-à-dire Non, mais me regarde pas, moi je suis refusé totalement aussi en tant qu'entrepreneur. ah oui, voilà, Mais bah, c'est la même j'ai pas problème, plein de... bah, c'est même problématique. En fait, c'est aujourd'hui, en entrepreneur ou quand on est auto-entrepreneur, il y a plein de sujets comme le financement, où finalement c'est super difficile. Et une structure où aujourd'hui, bah, tu prends un statut auto-entrepreneur, si un chauffeur était auto-entrepreneur, la réalité, c'est que les auto-entrepreneurs sont taxés sur le chiffre d'affaires, alors qu'un chauffeur, il a une structure de coût où il doit payer l'essence, qui a fortement augmenté Hmm. depuis Ouais, les c'est conflits clair, ouais. internationaux, des assurances qui sont super chères parce que c'est des professionnels, c'est du 250-300 € par mois pour Ah l'assurance, ouais. donc ça c'est vraiment cher, et des véhicules qui sont très chers à la location pour professionnels. Même du leasing, c'est Et ben alors super je vais cher. retourner la question. Pourquoi est-ce qu'on propose une course à 8 € dans ce cas-là, si elle en vaut 10 ou 12? Et Elle en vaut bah, 10 ou 12. aujourd'hui, ça, on peut parler de la proposition de valeur de Bolt. Aujourd'hui, le prix minimum de Bolt, surtout notre offre principale, par principale, c'est la catégorie Bolt, principale parce que c'est notre plus grosse catégorie en termes de volume. Le prix moyen, le prix minimum, pardon, est à 10 € en heure creuse et à 12 € en heure de pointe. Justement parce qu'en fait, si quelqu'un souhaite payer moins de 12 € aujourd'hui sur ces courses-là, on sait qu'aujourd'hui, c'est pas possible de le faire Et vous êtes de combien façon. en commission? On est à 19%. Et Uber était à 25, c'est ça? Exactement. Donc il y a une différence de 6 points de pourcentage. Et pour les chauffeurs aussi, on a la tarification la plus élevée. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est que finalement, aujourd'hui, on va être plus cher que tous nos concurrents euh, en prix, en prix réel. Parce que nous, derrière, on va financer via des codes promotionnels. C'est pour Hmm. ça que sur Bolt, beaucoup de personnes ont beaucoup de codes promotionnels. Parce que finalement, on va subventionner cet écart de prix pour se retrouver moins cher que nos concurrents. Et eux, les chauffeurs, vont gagner toujours plus avec une commission qui est beaucoup plus intéressante. Et tu me disais tendance de marché. Est-ce que toi, tu as l'impression que ça augmente l'utilisation en général de la mobilité justement par les VTC? Ou est-ce que tu as l'impression que ça arrive un peu à la baisse? Non, ça augmente. Je pense que le marché a encore énormément d'opportunités. Le marché parisien, par exemple, du fait du trafic actuel, du fait aussi qu'aujourd'hui, on n'est pas présent à Paris sur la micromobilité. Par micromobilité, je parle des vélos et des trottinettes. Voilà. Parce que Euh, ça prend une partie aussi du... Ça exactement. vient phagocyter un peu le service. Et ouais, c'est vrai. Oui, c'est vrai. En fait, donc, ouais, voilà. Donc, en fait, tu as un marché qui est en croissance. Je vais revenir sur ton deuxième point, il est très intéressant. Donc, tu as un marché qui est en. Moi, je pense qu'il est encore en croissance. La mobilité, que ce soit même juste sur le VTC, il y a encore plein d'opportunités de croissance en France si tu compares à d'autres villes ou d'autres marchés. Par exemple, Tallinn, qui est la capitale de l'Estonie, donc là où est le siège de Bolt, parce que c'est une société estonienne. En Estonie, Tallinn, l'expérience est incroyable. Les temps d'attente sont de l'ordre de 1 minute, les prix sont super bas. Et pourquoi ils sont super bas? Parce que si le trafic est pas important et que les gens délaissent un petit peu l'usage personnel de leur véhicule, parce que les tarifs, par exemple, de Bolt ou des plateformes VTC sont pas chers et deviennent une vraie alternative au fait de posséder un véhicule, c'est super intéressant parce qu'il y a moins de trafic, Mm. donc les trajets vont encore plus vite. Les prix sont super intéressants parce que finalement, il y a tellement un volume important de courses qu'on peut diminuer le prix. Les chauffeurs auront tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps de la demande, donc leur revenu même augmente. Euh, et donc ça crée finalement l'équilibre parfait sur à quel point tu peux pousser finalement ces services alternatifs de mobilité dans une ville en complément des transports publics. Et donc pour le sujet de la micromobilité, donc la micromobilité, je sais que tu as parlé avec par exemple Arthur Louis, qui était le Que je general connais manager bien. de Lime, Qui euh, maintenant est chez GoPuff. GoPuff. Ouais, Tu connais bien? ouais, je connais. J'ai un de mes potes qui travaille aussi chez Ok. GoPuff, c'est pour ça. Et donc, sur les courses en gros de 0 à 6 km, quand tu opères via du VTC, quand tu as finalement un service de VTC de micromobilité, toutes tes courses entre 0 et 6 km, elles shift vers la micromobilité. Mm. Donc, et c'est super intéressant. Pourquoi? Parce qu'en fait, la micromobilité aujourd'hui, elle s'adresse à une part de tes clients potentiels qui n'utilisent pas forcément le VTC. Et donc, je vais développer sur ça. Euh, donc, la micromobilité, donc tes courses de 0 à 6 km, tu as environ, ouais, il y a une part importante qui arrête le VTC et font de la micromobilité parce que ça a beaucoup plus de sens. Les trottinettes, finalement, c'est pas mal utilisé par les jeunes. On va dire en termes de, ouais, en termes ouais, j'oublie le mot, j'ai un petit bug. Usage, je sais En pas. termes d'usage, voilà. En termes d'usage, finalement, c'est souvent les jeunes, tu vois, les Ouais. 18-25, Non, et 18-25 puis, qui vont et puis c'est vrai l'utiliser. que tu as raison que c'est pas du tout. Tu te phagocytes un petit peu, c'est sûr, mais pas. Je pense que c'est marginal.
au final. Exactement. Quand il pleut, tu récupères ses courses. Quand il fait Par super exemple, froid, quand il fait tu... super froid, et puis surtout, c'est pas le même, vraiment, bah, tu viens de le dire, même usage. Non, c'est pas le Dans tous même les cas, usage. je prendrais pas un taxi pour faire 1 kilomètre. Et Exactement. puis même eux, ils veulent pas, parce que la preuve, ça va coûter 5 euros, ils vont me dire, bah non, je préfère Ouais, prendre. exactement. Et quand tu vas à l'aéroport, si tu vas à Orly, tu vas pas en vélo électrique. Ça n'a aucun sens. Donc vraiment, c'est vraiment intéressant parce que ouais, tu t'adresses à des populations différentes. Enfin, dans le sens où bah, la micromobilité, ça va être, ouais, par les trottinettes, ça va être les jeunes, les super jeunes, en 18-25. Alors que le vélo, ça va toucher une amplitude de personnes beaucoup plus large. Tu vas avoir la différence d'usage entre les hommes et les femmes qui est un petit peu différent. Hmm. Euh, et après, par rapport à l'âge, ouais, voilà. Si demain tu vas à un rendez-vous pro, par exemple, où voilà, tu viens faire un podcast chez Maker, peut-être que tu vas prendre un vélo ou un VTC, ça va dépendre de t'as un entretien d'embauche en costume, tu vas peut-être pas monter sur la trottinette. Enfin, ça dépend vraiment. Et ça, ce qui est cool, c'est que ça va adresser à des, des, des usages différents. C'est pas les mêmes personnes que tu Ouais. cibles. Est-ce que t'as pas peur, justement, si on regarde Uber, pour ne pas les nommer, quand on regarde où est-ce qu'ils en sont, bah justement, d'arriver au même problème d'ici, je sais pas moi, 2 3 ans, 4 ans, 5 ans, peu importe, de Par, pro- croissance. par problème, tu veux dire. Bah, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'ils sont un peu en perte de vitesse. Je sais pas s'il y a les chiffres qui sont tombés dernièrement. C'est Ouais. juste mon intuition. Je ne m'engage que moi. Ouais, d'accord. Mais j'ai l'impression qu'ils sont un peu en perte de vitesse alors qu'ils ont déjà tout intégré, la micromobilité, Uber Eats, etc. Donc c'est déjà une super app. Mm, Et pourtant, c'est quand même pas la folie. Est-ce que t'as pas peur que si on se projette un peu sur ce genre de playbook, ça puisse arriver pour vous aussi? mm. Alors là, je vais parler à titre personnel. Hein. Je vais donner Ok, mon avis personnel mais en donnant avec mon expérience quand même ayant travaillé sur l'industrie. C'est que je pense que là, aujourd'hui, il y a la problématique que Uber a sur notamment voilà, son cours en bourse pardon, qui diminue. Tu as deux choses. Tu as comment tu gères ta structure de coûts et comment tu l'optimises pour être rentable. Parce que la réalité, c'est qu'une fois que tu deviens rentable, bah, il faut devenir, une fois que tu deviens public, donc en bourse, il faut devenir rentable. Et que tu as toujours un sujet que toutes les scale-up ont, c'est est-ce qu'on veut devenir rentable aujourd'hui ou continuer à financer notre croissance et croître? Il y a souvent un vrai enjeu en termes de... C'est très difficile de trouver des industries où les boîtes sont super rentables avec une croissance incroyable. Il y a souvent aussi des problématiques Hmm. externes qui rentrent en jeu, comme le Covid pour Netflix par exemple, qui vont vachement les aider. C'est très difficile de faire les deux en même temps. Donc je pense que ça, c'est un des gros sujets. Notamment voilà, où Ou Netflix qui est aussi en perte de vitesse. exactement. Bah, je pense que voilà, il y a un vrai sujet de fond qui est, bah, il y a deux leviers, c'est optimiser ses coûts pour essayer toujours d'être encore plus rentable, ou les perspectives de croissance, et parfois c'est assez difficile. Uber, aussi, je pense que le problème aujourd'hui qu'ils ont, c'est que ils ont aussi la micromobilité, mais pas en direct, c'est-à-dire qu'ils ont investi chez Lime, Hmm. ils avaient 30% avec un plan de rachat sur 100%. Donc eux, ils sont plus partis dans d'abord, on le prend d'abord en asset, mais ils l'ont pas intégré, même si c'est dans l'app, c'est pas encore des intégrations. Et donc voilà, il y a la Donc toi, gestion de tu tes penses que synergies, ouais, etc. c'est plutôt stratégique et de leur structure de coûts, mais on va dire sur les grosses structures de coûts, des deals qu'ils ont fait avant, des décisions hyper importantes qu'ils ont pu faire avant ou prendre, Exactement. qui les mènent Exactement. Trop de... Parfois, en fait, voilà. à être aussi extrêmement agressifs. C'est les premiers, ils Exactement. ont tout. Exactement. Ils ont créé l'industrie, ça leur donne un avantage aussi qui est considérable. Le beurre, dans le monde entier, c'est quand même une boîte qui, sur les... voilà, pour ouais, lancement en moins de 20 ans, ils ont quand même créé voilà, un volume, en tout cas transactionnel et un volume d'affaires qui est quand même incroyable. Euh, Et donc donc ça, toi, voilà, ta ça se réponse, finance. c'est il suffit d'y aller, d'être agressif, mais tout en y allant plus tranquillement, en prenant une décision un peu moins risquée. Ouais, exactement. Si j'avais eu la chance de monter Uber, ouais, je pense qu'il faut être très ambitieux comme ils l'ont fait. Ils ont un peu inventé aussi les super levées. Les levées, tu vois, à plus d'1 milliard, etc. C'était un petit peu les premiers à le faire Mm. sur 4-5 ans. Ils ont levé, je crois, 4 et quelques milliards. Donc c'était un petit peu les premiers. Mais sur ça, je pense qu'il faut aussi parfois ne pas penser toujours comme voilà, on revient au conseil à sa structure de coût, etc. Et peut-être essayer de l'optimiser avant. Je pense que dans les boîtes, en tout cas dans notre secteur, il y a, on va dire, deux philosophies différentes, product oriented et ops oriented. Donc en fait, sur son produit, c'est comment tu vas développer ton produit, avoir la meilleure expérience, les meilleures fonctionnalités, etc. pour rendre le produit incroyable. Et ops oriented, plus que ce que Bolt a pris,
qui est l'inverse, c'est comment on devient frugal et comment finalement on va optimiser ses coûts et s'assurer que Donc là, notre toi, tu as une structure est beaucoup plus stratégie juste. extrêmement long-termiste. C'est-à-dire, Exactement. dans tous les cas, on est encore là en disant, si on doit mettre 20 ans pour vous bouffer, on mettra 20 ans. Exactement. On est beaucoup plus, je pense qu'on voilà, beaucoup plus efficient qu'eux. Et en général, on est beaucoup plus efficient que les acteurs classiques et c'est pour ça qu'on a réussi à lever autant et croître autant en termes de valorisation. C'est que notre structure de coût est vachement différente. Nos ingénieurs sont pas sont pas au même endroit dans le monde. Nous, ils sont en Europe de l'Est, pas à San Francisco. La Ouais, tu com, divises déjà par 3. exactement. Et il y a plein d'autres coûts, Ah, non, mais c'est voilà, des qui trucs sont, qui paraissent un peu bêtes, mais ouais, et alors que c'est vraiment super important. Et donc, ça crée, voilà, des différences. Maintenant, je pense que, non, je pense que l'industrie et que les jours pour Uber sont très bons. Je pense que c'est quand même un produit qui est révolutionnaire. La mobilité au sens large, que ce soit la micromobilité, que ce soit le VTC, à terme, dans X années, dans certaines villes, les voitures autonomes, etc. Je pense que la mobilité au sens large, ça a encore de beaux jours. Je pense pas que ça arrivera aujourd'hui en France, mais tu as les premiers tests là, sur les taxis volants. hmm. Donc je pense que non, je pense que la mobilité, ça a encore, Eh ça ben, va encore, j'allais te ça dire va justement, c'est augmenter. quoi pour toi, si on se projette un peu dans l'avenir, on va dans la prospective, ça va être quoi de la mobilité à l'heure, encore une Hmm. fois, de la transition énergétique, mais aussi écologique? Ouais. C'est d'avoir Donc des taxis partout, c'est d'avoir des taxis qui se conduisent tout seuls, enfin ouais, taxi ou VTC, hein, on ouais. s'entend. Alors là, c'est ouais, aussi, c'est mon opinion personnelle. Le sujet de la voiture autonome, j'y crois, hein, pas dans toutes les agglomérations, parce qu'il faut quand même on va rester très pragmatique, mais il te faut des rues très larges. Une ville comme Paris, avec des rues un peu Bon sinueuses courage, sur le large, bon on peut courage pour pas l'ail. exactement. C'est super difficile, on peut Avec des gens pas qui respectent jamais les feux rouges ou les piétons exactement. qui traversent n'importe où. Et les vélos qui respectent aucun Ouais. code de la route ou qui ont leur propre code de la route. Ouais, donc c'est assez problématique. Et donc ça, j'y crois pas. Voiture autonome à Paris, j'y crois pas. Euh, Ça peut arriver dans des grandes agglomérations, notamment les américaines, sur les périphes, où ils font déjà des tests. À San Francisco, il y a eu des tests, à Los Angeles, je crois aussi. Donc peut-être dans ces... Voilà, je suis pas expert de la mobilité aux États-Unis, mais voilà. En tout cas, je pense ça a un intérêt, notamment aussi dans tout ce qui est la logistique. Je pense que ça a un intérêt. Tu Mm. vois, par exemple, un Colissimo qui souhaite, voilà, qui a un camion, il a besoin de le faire traverser la France. Aujourd'hui, on a des conducteurs. Peut-être que demain, on aura des opérateurs, parce que l'autoroute, ça reste quand même super large et tu peux avoir ces véhicules qui, enfin, restent super bons quand même dans la conduite où les risques en termes les risques d'accident, pardon, sont plus faibles qu'un humain. Et donc, en fait, je pense que ça va juste prendre du temps et qu'il faut que les populations, c'est juste une question de temps Alors pour attends, moi. je repose ma question. À l'heure de la transition énergétique Ouais. slash écologique, du coup, il y a quand même une phase beaucoup de gens parlent de décroissance. Mhm. Euh, Est-ce que ça va pas complètement à l'opposé de vouloir faire croître les flux, par exemple prendre plus bouger, plus se mobiliser, Mhm. ça veut rien dire se mobiliser, mais Ouais. Ah oui. tu vois ce que je veux dire, être encore plus euh, j'ai perdu le mot, j'ai sur le bout de la langue. Non, je l'aurais pas, désolé. Ouais, Mais tu vois, t'inquiète, ouais, j'ai ouais, compris. t'es toujours frénésie, dans cette Ouais. frénésie, toujours plus vite. Hmm. Euh, Est-ce que ça va pas à l'encontre, à certains égards, justement, de là où est-ce qu'on Hmm. en est, le constat Ouais. actuel? Non, non, je pense pas. Pourquoi je pense pas que finalement ces ambitions de croissance et un petit peu vouloir être disruptif sur une industrie, ça forcément, on est forcément des méchants à vouloir, tu vois, vraiment bousculer ou avoir on va dire des externalités super négatives sur l'environnement. Je pense pas. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des vraies tendances de fond par tous les acteurs, et donc ça peut être Bolt, mais il n'y a pas les seuls. Je vais parler de ce qu'on fait parce que je suis là pour parler de Bolt, mais l'écologie, c'est un vrai sujet. Aujourd'hui, on parlait voilà, on source par exemple, voilà, donc sur le sujet de l'écologie, on va proposer, on a créé une marketplace pour nos chauffeurs. On appelle le club Bolt. Bon, voilà, c'est le nom de l'appel, comment on l'appelle. Ça va être finalement des offres ou tout un écosystème pour les chauffeurs VTC pour avoir une offre de financement, alors que c'est très difficile pour un auto-entrepreneur d'obtenir un financement, d'avoir des véhicules électriques et hybrides au meilleur tarif. Donc aujourd'hui, il y a quand même une tendance de fond où bah, tous les chauffeurs VTC, tous les taxis seront en train de rouler via des véhicules électriques de plus en plus, et ça va continuer, comme avec les interdictions de toutes les grandes villes françaises de véhicules diesel Mm. euh, fin 2024, fin 2025 pour certaines villes.
Et donc, en fait, déjà, véhicules diesel très polluants, bah, en fait, ces véhicules-là ne circuleront plus, ils n'auront plus cet usage du voie professionnel de par ces chauffeurs, tu vois, dans 2 ans. Donc, il y a une vraie tendance de fond sur ça. Tu as, je pense, des initiatives de la part de sociétés. Donc, par exemple, Bolt, pendant très longtemps, on allait aussi compenser les émissions de CO2 qu'on émet de par notre activité dans des projets environnementaux dans le monde entier. En gros, comment ça se passe? On regarde le nombre de kilomètres qu'on a réalisé dans toute l'Europe, de toutes nos courses. C'est combien? Je ne peux pas commenter sur le nombre de kilomètres parce que sinon des personnes de l'industrie pourraient estimer le nombre de courses qu'on a fait en Europe, et donc ça, je vais le dire. Mais voilà, on a investi, tu vois, plusieurs millions en compensation dans des projets environnementaux qui vont dans de l'éolienne, planter des arbres. On a fait aussi des barrages électriques. Voilà, des initiatives de fond, on va dire un peu RSE, qui aident. Voilà, on travaille sur le Hmm. fond en essayant de diminuer les émissions de CO2 faites par l'activité. Je parle l'activité, voilà, il y en a. Faudrait peut-être calculer si vous avez Ouais, l'impact, je parle de vous, mais de toutes les boîtes qui sont dans la mobilité urbaine, ouais. le nombre de voitures pas achetées, par exemple, par les urbains. Ça, on l'a, ça. C'est tendance de fond. Donc, tu vois, par exemple, dans la dernière étude qu'on a pu faire, tu as une diminution de 15% en Europe de l'usage individuel des véhicules. Lorsque tu as, par exemple, une augmentation d'utilisation et d'achat en général de 41% des trottinettes. Hmm. Donc, tu as une vraie tendance de fond aujourd'hui où tu as de plus C'est en déjà bien plus de de pas vélos. l'utiliser. Exactement. Mais il faut pas l'acheter. Enfin, si tu l'as acheté, c'est Idéalement, il ne faut pas pas acheter, hein. l'acheter. Mais en fait, ça, c'est une tendance qui va c'est une tendance de fond. Il y a de moins en moins d'achats de véhicules. Les productions sont aujourd'hui freinées, mais du moins, sont aussi Hmm. de plus en plus petites. Il y a plein d'acteurs de l'industrie comme Europcar qui n'était pas très très loin de la faillite il n'y a pas si longtemps que ça, du fait de la structure de coûts, etc., qu'ils ont. Et tu as, par exemple, des sociétés, de plus en plus à Paris, tu as les sociétés de mobilité qui se développent. Paris, c'est le plus gros marché de micro-mobilité au monde. Et ça, c'est vraiment beau à voir. Et tu as tous ces services, finalement, en ce moment, qui arrivent tu sais, via abonnement. Tu peux louer ton scooter. Donc là, le vrai scooter, pas la trottinette. Tu peux louer ton scooter, ton vélo électrique par mois. Et Mhm. finalement, un peu comme Véligo, où tu vas finalement avoir son système où tu as un vélo électrique pour 70 euros par mois. Et donc, tous ces services-là montrent bien qu'il y a quand même une tendance à la hausse, notamment avec le Covid, de l'usage de vélos électriques et de trottinettes Sur les petites micromobilité distances, ouais, sur les petites distances. à fond. Euh, et sur le long terme, ouais, sur le long terme, en fait, l'industrie, il y aura de plus en plus de chauffeurs. Il y aura sûrement aussi des mesures où les gens, les individus pourront plus utiliser leur véhicule à diesel dans Paris. Puis, ce sera le sujet de l'essence en 2030. Ouais. Donc déjà, on va diminuer tout ça. Les Hmm. véhicules électriques, ça coûte quand même aujourd'hui cher. Bon, après, avec la technologie, ça va se diminuer. Comme tout produit, le coût va diminuer. Mais on est quand même sur une tendance de fond où ces coûts-là, en tout cas, la pollution effectuée par le transport va diminuer dans l'usage. Il y a toujours à la création et le sujet de recycler finalement ces véhicules, mais ça se fait aussi très bien. Donc ça s'améliore. Ouais, je suis très optimiste sur tout ça. Je pense que ça va augmenter et que ouais, l'achat de véhicules va diminuer dans les grandes villes françaises. Après, il y a des sujets où voilà, quand on habite loin de son lieu de travail à 40 minutes et qu'il n'y a pas de transport en commun, Évidemment. c'est pas du VTC qui va te sauver. Il te faut un véhicule malheureusement. Je te propose de passer à la fin de l'interview. Mm. C'est le moment où je te pose une série de 5-7 questions de suite. Et le but, c'est d'y répondre le plus succinctement possible. Ok, Est-ce que tu es prêt? ouais. Quels sont les 3 livres qui t'ont le plus influencé? L'autobiographie de Barack Obama, premier, parce que voilà. euh, je dois expliquer pourquoi ou Tu peux expliquer ouais. pourquoi. Ouais, Succinctement. succinctement. Personnalité black qui a particulièrement réussi voilà, premier black président de la première puissance mondiale. J'ai trouvé ça, enfin, formidable. J'adore le personnage. Shoe Dog, autobiographie fondateur de Nike, incroyable. Je recommande à tout entrepreneur de le lire. Et peut-être, ouais, je pense que c'est les 2 livres qui m'ont le plus marqué business, ou le dernier livre sur sur Amazon. Il y a un livre qui est sorti, je me souviens plus trop du titre. Il est sorti l'année dernière. Super intéressant sur finalement comment tu maximises une marketplace. Ouais, vraiment bien. Pareil, est-ce que tu as
deux, trois chaînes YouTube, podcast ou médias que tu suis? Ouais. Je recommande Harvard Business Review. Conseils sur managériaux pour jeunes managers. Je trouve que pour le coup, les Américains ont une bonne compréhension de ça et donnent de bons conseils. Euh, et ouais, bon, bien sûr, Le Monde, toujours s'informer un peu de l'actualité économique de son pays. En tout cas, moi, c'est ce que je fais. Je suis Le Monde, sans orientation politique. Je suis pas là pour donner conseils. Et le dernier, ouais, Grossmaker. À l'ancienne, pour ceux qui ne À savent pas. l'ancienne, pour ceux qui connaissent, c'est ça. Ouais. Comment est-ce que toi tu progresses? À la lecture, je prends toujours du temps. J'ai 30 minutes tous les jours de lecture. Voilà, moi, je préfère le faire avant de me coucher parce que c'est important. Je pense que c'est important toujours d'essayer de se développer. Énormément de sport. Ça m'a énormément aidé. Combien de temps? Quoi comme type de sport? Ouais, aujourd'hui, je fais de la boxe. La boxe et de la salle, quoi. Ouais, je pense que le sport, c'est hyper important. Idéalement, des sports euh, à plusieurs où on partage, etc. Je trouve que le sport, ça a des valeurs incroyables pour monter des boîtes, mais aussi pour manager. Notamment le basket m'a aidé énormément. J'étais capitaine petit et ça m'a aidé énormément pour mes premières expériences en tant que manager. C'est difficile d'être un jeune manager, donc ça c'était très bien. Euh, et sinon, je pense que ouais, conseil peut-être dans les agendas, toujours se bloquer du temps pour. Il y a un article de Peter Thiel sur son blog, super intéressant, qui dit que faut pas les personnes qui ont des journées avec beaucoup de back-to-back meetings, donc des meetings qui s'enchaînent, toujours prendre du temps pour un peu avoir de la valeur, soit une journée, se prendre tous les mercredis par exemple, il n'y a jamais de meeting, jamais rien, être tout seul, travailler, tendance de fond, bloquer du temps pour travailler sur des sujets à valeur ajoutée en prenant le temps de réfléchir, important, très important aussi. Ta routine préférée pour commencer une journée? Euh, Café, petit café et aller au sport. J'adore faire le sport le matin parce que c'est là À où j'ai quelle le heure? plus de temps. Entre 6h30 et 7h30, je vais au sport. À la suite de ça, j'arrive au bureau assez tôt. Pourquoi j'arrive super tôt au bureau? Pour avoir le temps finalement de, de travailler sur mes sujets les plus importants. Autre petit conseil, ouais. Je travaille toujours sur les sujets les plus importants avant 9h le matin. Pourquoi? Pour m'assurer que bah, au bureau, il n'y a personne. Il n'y a personne pour... voilà, j'ai pas de questions, j'ai pas de discussions à avoir. Je bosse sur mes sujets les plus importants et j'essaye de vraiment, d'ici 10h le matin, d'avoir fait tous les sujets prioritaires. Qu'est-ce que tu inviterais au siège où tu te situes à ta place, si tu étais à ma place? Ouais. Henri Capoul de Cajou. Pourquoi? Parce que société française sur une nouvelle industrie, le e-commerce, donc c'est livraison de courses en moins de 15 minutes, face à des concurrents internationaux qui ont levé des centaines de millions, voire des milliards, euh, avec des sujets d'hypercroissance sur des courtes durées. Donc comment on ouvre beaucoup plus de hubs sur, voilà, par ville pour avoir une bonne densité, une bonne couverture et les différentes villes de France le plus rapidement possible face à des acteurs qui ont souvent bah, voilà, des multiples de 10 en termes de capacité financière. Donc super intéressant. Très stimulant Avec aussi plaisir. intellectuellement. Et si tu avais un conseil, une bouteille à la mer pour la prochaine génération d'entrepreneurs, ça serait quoi? Ça serait, vous posez pas de questions pour savoir s'il y a déjà des concurrents sur votre industrie ou des choses ou des produits qui existent déjà. Si vous sentez que vous avez soit une passion, soit quelque chose qui ne fonctionne pas dans les acteurs actuels, vous posez pas la question, foncez. Eh ben, merci beaucoup. Puis je te dis à très vite. Merci beaucoup. Ciao. Ciao.